Si je te dis Italie, tu penses à la pizza, au Colisée et à Fiat. Mais Fiat, c'est pas juste une entreprise, c'est un État dans l'État. Pendant un siècle, une seule famille, les Agnelli, a contrôlé environ 4% du PIB de l'Italie. Accroche-toi bien. Imagine une seule famille en France qui posséderait Renault, Le Monde, le PSG et une partie de l'État. Ils ont été surnommés les Kennedy de l'Italie. Mais c'est faux, parce que les Kennedy, ils ont eu le pouvoir politique. Mais les Agnelli ont eu le vrai pouvoir. Celui de l'argent qui dure. Mais derrière le glamour, les costumes sur mesure et les montres portées sur la manchette de chemise se cache une histoire brutale de trahison, de montage financier opaque et également d'une guerre de succession qui déchire encore la famille aujourd'hui devant les tribunaux. Dans cette vidéo, on va décortiquer comment cette dynastie a survécu à 2 guerres mondiales, aux brigades rouges et à la faillite, pour se transformer en Exor, l'une des holdings les plus puissantes d'Europe. On va parler de Family Buyout, de l'arnaque du siècle faite à General Motors et de la stratégie d'investissement de John Elkann. Si tu veux comprendre comment on passe de vendeur de voitures à propriétaire du monde, reste bien accroché. Tout commence en 1899. Contrairement à la légende, Giovanni Agnelli n'a pas fondé Fiat seul. Ils étaient 30 actionnaires. Mais Giovanni avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait une vision militaire du business. En quelques années, via des manœuvres de coulisses et des augmentations de capital surprises, il dilue ou éjecte tous les autres cofondateurs. En 1906, il est le maître à bord absolu, le seul maître à bord. Bref, c'est la première leçon pour tout investisseur ou fondateur de start-up, c'est que la cap table ou table de capitalisation, c'est ton destin. Agnelli a compris avant tout le monde qu'il ne faut pas être le meilleur ingénieur, il ne l'était pas du tout, mais il faut contrôler le conseil d'administration. À ce stade de l'histoire, il y a un moment crucial que peu de gens comprennent. Un moment où la famille va faire quelque chose de beaucoup plus important que fabriquer les voitures. Elle invente une structure de pouvoir. Très tôt, en fait, ce qu'elle fait, la famille, c'est qu'elle crée une entité appelée l'Istituto Finanziario Industriale ou l'IFI. Bon, désolé si je prononce mal, hein. Moi la seule chose que je peux dire en italien, c'est piano piano, bella ragazza. Bref, dit comme ça sonne technique, mais en réalité, c'est une révolution silencieuse. L'IFI, c'est l'ancêtre de ce qu'on appellerait aujourd'hui un family office. Le rôle de l'IFI, il est simple, mais redoutablement efficace. Tout simplement, c'est de séparer la famille de l'usine. Avant ça, en fait, dans beaucoup d'entreprises, comment ça se passe? Tu vas avoir tout qui est mélangé. Les machines, les salariés, la famille, le capital, les décisions. Résultat, en fait, quand l'entreprise va mal, la famille, elle trinque directement. Elle est directement concernée. Quand il y a un procès, une grève, une crise politique, bref, c'est tout le patrimoine familial qui est en danger. Et ça, la famille comprend très tôt un principe qui est fondamental. Si tu veux durer 100 ans, tu ne dois jamais être exposé directement. Alors, elle va prendre une décision radicale, elle va tout séparer. D'un côté, tu vas avoir l'opérationnel et de l'autre, la propriété. D'un côté, tu as les usines, les salariés, les risques, le quotidien, ça c'est l'opérationnel, c'est-à-dire Fiat. De l'autre, tu vas avoir la famille, le capital, la stratégie, le contrôle, ça c'est l'IFI. La famille, elle ne dirige plus directement l'usine, elle dirige la structure qui possède l'usine. Concentre-toi bien. Et là, la nuance, elle est énorme. Pourquoi? Parce que si Fiat fait face à une crise, une grève, une chute des ventes ou même un scandale, la famille, elle reste protégée. Elle reste au-dessus de la mêlée. Et c'est exactement ce que font aujourd'hui toutes les grandes familles. Les fonds d'investissement, les ultra riches. Bref, ils ne possèdent jamais directement l'actif. Ils possèdent la structure qui contrôle l'actif. Mais la vraie magie dans tout ce qu'on va voir, c'est vraiment la structure pyramidale. Donc, comme je disais, là où ça devient vraiment génial et dangereux pour ceux qui ne comprennent pas, c'est cette fameuse structure pyramidale. Le schéma est le suivant. Donc, tu vas avoir la famille qui possède la holding A qui possède la holding B et la holding B, elle, possède Fiat. Chaque niveau, en fait, va contrôler le suivant. Et c'est là que se produit ce qu'on appelle l'effet de levier du contrôle. Concrètement, en fait, tu n'as pas besoin de posséder 100% de Fiat pour la contrôler. Il te suffit d'avoir 51% de la holding B, qui est elle-même détenue par Fiat, et 51% de la holding A, qui contrôle la holding B. Résultat, en fait, avec quelques milliards, tu vas contrôler un empire qui en vaut des dizaines, voire des centaines de milliards. Et c'est pas de la magie, c'est tout simplement de l'architecture financière. Maintenant, voyons pourquoi cette structure est une arme absolue. En fait, cette organisation, elle va permettre 3 choses fondamentales. 1, c'est de contrôler sans immobiliser trop de capital. La famille, elle va garder son argent disponible pour investir ailleurs, influencer, se diversifier. Et en 2, pour protéger le patrimoine familial. Si une entité tombe, le sommet de la pyramide, lui, il continue à survivre. Et enfin, c'est de transmettre le pouvoir sur plusieurs générations. Les héritiers ne gèrent pas l'usine. Ils héritent du contrôle. C'est comme jouer aux échecs en ayant déjà 3 coups
en avance. Ce que cette famille a compris très très tôt, en fait, et ce qu'il a sauvé, c'est une règle d'or de l'investissement moderne. Les riches ne cherchent pas à posséder des actifs, ils cherchent à contrôler des structures. Et l'IFI, ce n'est pas juste une simple holding, c'est une machine qui va leur permettre de régner durant 100 ans. Et c'est exactement ce que font aujourd'hui les family office, les fonds de private equity, les grandes dynasties économiques. Bref, ce n'est pas l'usine qui fait la richesse durable en fait, c'est la structure qui est au-dessus de l'usine. Sautons dans le temps. Nous sommes dans l'Italie d'après-guerre, les 30 glorieuses à l'italienne. Un homme incarne cette époque mieux que n'importe qui d'autre. Il s'appelle Gianni Agnelli, surnommé l'avvocato pour les intimes. Il est grand, élégant, charismatique, il porte sa montre par-dessus la chemise, il sort avec Jackie Kennedy, il fume des cigarettes longues comme des décisions politiques. Pour l'Italie, il est tout ce qui représente ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire, c'est un patron, un prince, le symbole du capitalisme qui gagne. Et derrière cette image glamour se cache l'un des systèmes politico-financiers les plus efficaces d'Europe. Le système Agnelli repose sur une règle simple. Une règle que tu dois graver dans ta tête pour bien comprendre. Il faut privatiser les profits, mais socialiser les pertes. C'est-à-dire que quand Fiat va bien, les bénéfices y montent, les dividendes tombent, la famille encaisse, c'est la belle vie. Mais quand Fiat va mal, là, ça peut être à cause de chocs pétroliers, c'est la baisse de la demande, des grèves massives, la concurrence étrangère. Et là, la famille, elle ne paye pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroche son téléphone et elle appelle Rome. Et là, entre en scène un outil que peu de gens comprennent, mais qui a sauvé Fiat des dizaines de fois. C'est la Cassa Integrazione. Officiellement, c'est un mécanisme social. Quand une entreprise va mal, l'État paye une partie des salaires des ouvriers au chômage technique. Sur le papier, c'est une protection sociale, une mesure admirable. Mais dans la réalité, c'est une assurance gratuite pour les grands industriels. Tout est toujours détourné de toute façon. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Fiat va mettre des milliers d'ouvriers à l'arrêt, l'entreprise ne paye plus les salaires et l'État italien prend le relais. Résultat, les pertes sont transférées aux contribuables, la trésorerie de Fiat, elle est protégée et la famille Agnelli reste intacte. C'est comme si tu gérais une entreprise privée, mais que l'État payait toutes tes mauvaises décisions. Ça, c'est le rêve de tous les investisseurs. Mais ce n'est pas tout. Quand Fiat souffre à l'export, l'État italien dévalue la lire. Pourquoi c'est génial pour Fiat? Tout simplement parce que les voitures italiennes deviennent moins chères à l'étranger, les exportations repartent, les marges remontent et ce n'est plus Fiat qui s'adapte au marché, c'est le marché qui s'adapte à Fiat. Elle est libre, elle est belle la libre concurrence. Bref, et quand ça ne suffit pas tout ça, l'État bloque l'entrée des voitures étrangères, surtout les japonaises qui sont réputées pour être très très bonnes, très efficaces, Toyota, Honda, Nissan. Et les prétextes officiels, ça va être problème de normes, de quotas, de sécurité, patriotisme individuel. Bref, vous avez compris. Le résultat réel, c'est que Fiat reste dominant sur son marché, la concurrence est freinée et les consommateurs, ils payent plus cher. C'est du protectionnisme déguisé. On se croirait dans le communisme. Bref, en finance, ce système porte un nom très précis, c'est le regulatory capture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise n'est plus régulée par l'État. Elle influence l'État qui est censé la réguler. Gianni Agnelli n'a plus besoin que Fiat soit la meilleure entreprise du monde. Que nenni. Il avait fait mieux. Il a hacké le régulateur. C'est là qu'on touche à un concept fondamental pour tout investisseur. Le moat. Faisons une petite pause dans le récit pour que je t'explique le moat. Un moat, c'est juste une douve. C'est comme ce que tu as autour des châteaux en fait. C'est tout ce qui protège une entreprise de la concurrence, à savoir la marque, la technologie, le réseau, les coûts bas, les brevets, tous ces avantages concurrentiels. Mais les Agnelli, ils ont construit un mode politique. Un mode que tu ne vois pas dans les bilans. Relations avec l'État, des lois qui lui sont favorables, des subventions, des barrières réglementaires. Pour les autres, tant que ce mode existe, l'entreprise peut être moyenne, voire mal gérée, ou même encore pire, inefficace. Dans tous les cas, elle survit. Donc, on retourne à l'histoire. Aujourd'hui, en fait, ce mécanisme de mode n'a pas disparu. Il a juste changé de visage. Dans la tech, certaines entreprises vont influencer la réglementation, écrivent presque les règles du jeu, suivez mon regard, rendent l'entrée de nouveaux acteurs quasi impossible. Pour un investisseur, c'est une leçon majeure. L'avantage compétitif le plus puissant n'est pas toujours technologique, ce qu'on nous fait croire avec les brevets et autres. Il est souvent politique. Donc le but, ça va être d'identifier une entreprise avec un mode réglementaire, un accès privilégié à l'État, une position du style too big to fail. Ça me rappelle beaucoup les banques, ça. C'est souvent le jackpot. Mais attention, quand le vent politique tourne, quand l'État n'a plus les moyens, quand la dette explose, ce mode, il devient une prison. Les Agnelli ont bâti Fiat comme une entreprise privée quand ça gagne, un service public quand ça perd. Je pense que c'est une belle punchline à noter ça. C'est brillant, c'est cynique, c'est efficace.
Et c'est exactement pour ça que leur empire a duré aussi longtemps. Mais comme tu vas le voir dans la suite, aucun mode politique n'est éternel. Et quand il se fissure, la chute, elle est toujours brutale. On est au début des années 2000, cette fois c'est terminé. L'empire Agnelli est en train de s'effondrer. Gianni Agnelli meurt en 2003, son frère Umberto meurt en 2004, l'héritier naturel est déjà mort d'un cancer. Fiat est exsangue. 2 millions d'euros perdus chaque jour, c'est colossal. Des usines obsolètes, une gamme de voitures dépassée et des syndicats en guerre. Une dette colossale. Dans les médias, tout le monde est d'accord, Fiat est morte. C'est la fin. Et à la tête de ce champ de ruines, il ne reste qu'un garçon de 28 ans. Son nom, John Elkann. Timide, discret, voix douce, aucun charisme apparent. Alors accrochez-vous bien. Personne ne le prend au sérieux. Personne, sauf les avocats. Quelques années plus tôt, à la fin des années 90, Fiat avait signé un partenariat stratégique avec General Motors. À l'époque, c'est GM qui est le géant. Fiat est déjà très fragile. GM prend une participation dans Fiat Auto. Tout le monde pense que Fiat se fait absorber doucement. Mais dans les petites lignes du contrat, que personne ne lit, les avocats de Fiat glissent une bombe nucléaire juridique, une option de vente ou put option. Alors, respire 2 secondes, c'est très important. Une put option, c'est un contrat qui te donne un droit, pas une obligation, le droit de vendre un actif à un prix fixé à l'avance, à une date que tu vas choisir, même si l'actif ne vaut plus rien. Très important. En clair, si je le veux, tu es obligé d'acheter, même si c'est une catastrophe. Imagine, un petit parallèle pour que tu comprennes encore mieux. Tu possèdes une vieille maison en ruine, tu signes un contrat avec ton voisin et ce contrat, il dit tout simplement, si un jour tu veux, je suis obligé de t'acheter cette maison quoi qu'il arrive. 10 ans plus tard, la maison s'effondre, elle ne vaut plus rien, personne n'en veut. Toc, 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 tu frappes chez ton voisin et j'exerce mon option. Et là, tu dois l'acheter. C'est exactement ce que Fiat a fait avec GM. En 2005, Fiat Auto est littéralement une poubelle en feu. John Elkann arrive chez GM, à ses côtés un nouveau CEO au pull noir, sec, brutal, ultra lucide, Sergio Marchionne. Ils s'assoient et très calmement ils disent « Nous allons exercer la put option. Vous êtes obligé de racheter 100% de Fiat Auto. » Et chez GM, c'est la panique totale. Code rouge. Parce qu'en fait, à cette époque, racheter Fiat, ça veut dire absorber des milliards de dettes, importer des pertes structurelles et surtout risquer la faillite de GM elle-même, tellement c'était colossal. Donc GM fait ses calculs et comprend une chose. S'ils achètent Fiat, ils meurent, ils sont ruinés. C'est la fin. Donc ce que GM va faire, c'est changer de stratégie. Il les supplie. Combien voulez-vous pour ne pas nous vendre Fiat? Vous avez bien entendu. Donc la Fiat ne négocie pas très longtemps. Le chèque tombe, 2 milliards de dollars cash. Immédiatement. Fiat vient de gagner 2 milliards sans vendre quoi que ce soit. Sans aucune subvention, ils ne doivent rien à personne. Juste en utilisant une petite ligne dans un contrat. C'est un des coûts financiers les plus propres jamais réalisés. Pourquoi? Parce que Fiat était faible opérationnellement, mais extrêmement forte juridiquement. Ils ont transformé une entreprise moribonde en arme de négociation massive. C'est comme forcer quelqu'un à te payer pour ne pas récupérer ton problème. Avec ces 2 milliards, Fiat respire, la dette est stabilisée, Marchionne lance la restructuration et la renaissance commence. Sans cette put option, Fiat aurait probablement disparu au jour où on parle. Là, je t'apprends en fait une chose essentielle. Le pouvoir, il n'est pas toujours dans les bilans. Il est souvent dans les contrats, les options, les clauses, les droits asymétriques, les scénarios extrêmes, les clauses de liquidation préférentielle, etc. Ce sont ces détails que les particuliers ignorent, mais que les grandes familles, elles, maîtrisent. Dans le monde de l'investissement moderne, comprendre les options, comprendre justement cette asymétrie, le risque juridique, tout ça, ça fait partie de la structure de pouvoir. Et c'est souvent ce qui va séparer en fait ceux qui subissent les crises de ceux qui les transforment en opportunités. Mais sauver Fiat ne suffisait pas. John Elkann comprend quelque chose que son grand-père refusait d'admettre. L'automobile est un business pourri. Les marges sont faibles, la capex est gigantesque, concurrence mondiale féroce, des risques sociaux et politiques permanents. Bref, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de capital et peu de rentabilité long terme. Et là, Elkann, il fait exactement ce que tout IA de gestion de patrimoine intelligente, comme celle qu'on développe chez Jama AI, lui aurait proposé, à savoir diversifier. C'est quoi un hedge fund? Simplement. Un hedge fund, ce n'est pas juste un fonds spéculatif agressif, comme on l'imagine souvent, comme on le voit à la télé. En réalité, un hedge fund, c'est surtout une structure d'investissement très flexible qui peut investir dans tout. Des actions, des entreprises, de l'immobilier, de la dette ou du private equity. Le seul objectif qu'ils ont en tête, c'est de faire croître le capital
peu importe le secteur. Contrairement à une entreprise individuelle, un hedge fund n'est pas émotionnel. Il n'est pas attaché à un produit, il n'a aucun problème à vendre, pivoter, couper. Il gère des actifs, pas des usines. Et c'est exactement ce que va faire Elkann. Ok, on retourne à l'histoire. Donc Ferrari, c'est une pépite, mais elle est noyée dans Fiat. Dans les comptes, Ferrari est traité comme une simple marque automobile, alors que les marges sont énormes, la production est volontairement limitée, une image ultra luxe et un pricing power total. Elkann va faire un move de pur investisseur. Accroche-toi bien. Il va séparer Ferrari, il la met en bourse, c'est ce qu'on appelle un spin-off. Résultat, la valeur de Ferrari dépasse rapidement celle que tout le groupe automobile Fiat pouvait créer. Il n'a rien créé, il a juste libéré la valeur cachée qui était absorbée dans les pertes de Fiat. Exactement ce que font les fonds activistes, les grands hedge funds, Warren Buffett quand il restructure un conglomérat. Ensuite, Elkann, il accepte un truc très rare dans les dynasties familiales. Il va dueler le pouvoir pour sauver la valeur. Fiat va fusionner avec Chrysler, puis avec Peugeot, PSA, et là va naître Stellantis. Ce n'est plus une entreprise italienne, ce n'est plus une fierté nationale, c'est plutôt un actif mondial, liquide, revendable, restructurable. Et ça plaît aux investisseurs. Elkann ne cherche plus à diriger, il cherche à optimiser un portefeuille. Aujourd'hui, la famille Agnelli ne gère plus des voitures, elle gère une holding d'investissement qui s'appelle Exor, basée aux Pays-Bas. Oui, parce que pour la fiscalité, évidemment, c'est pas parce qu'ils adorent Pays-Bas. Pour la fiscalité, Exor, c'est quoi? C'est un hedge fund familial coté en bourse. Le portefeuille, donc tu vas avoir du luxe avec Ferrari, Louboutin, des médias, The Economist, La Repubblica, tech et santé avec Philips via Transportation, le sport, tu as la Juventus, et en finance et industrie, tu as des participations stratégiques multiples. Donc ils n'ont plus d'usine, plus d'attachement émotionnel, juste des allocations de capital. Elkann a fait un truc qui était fondamental pour cette dynastie. Il a transformé une dynastie industrielle monoproduit en une structure d'investissement multi-actifs. Autrement dit, il est passé de patron d'usine à gestionnaire de capital. Et c'est exactement la méthode de Warren Buffett, des grands family office, des hedge funds intelligents. Si ton business décline, n'essaie pas de le sauver éternellement. Utilise son cash flow restant pour investir ailleurs. Ça s'appelle le pivot ultime. Et c'est comme ça qu'on ne subit pas la fin d'un empire, on le transforme en renaissance. Mais attends un petit peu, aucune monarchie n'est complète sans une guerre civile, on est d'accord? Parce que l'argent des Agnelli n'est pas seulement dans Fiat, pas seulement dans Exor, pas seulement dans les entreprises visibles. Depuis plus de 20 ans, une femme attaque l'empire de l'intérieur. Elle s'appelle Margherita Agnelli, la fille de Gianni, la mère de John Elkann dont on a parlé depuis tout à l'heure. Elle attaque ses propres enfants. Là, tu te dis, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'elle affirme que son père, Gianni Agnelli, avait caché des milliards dans des structures offshore en Suisse et au Liechtenstein. Des fortunes jamais déclarées lors de la succession. Et au sommet de ce labyrinthe financier, un nom revient toujours. Dicembre ou décembre. Ce n'est pas une entreprise industrielle. Ce n'est pas une marque. C'est un coffre-fort juridique. Une société discrète située tout en haut de la pyramide Agnelli. Celui qui contrôle Dicembre contrôle tout le reste. Aujourd'hui, John Elkann, il détient environ 60% de cette structure. Ses frères et sœurs, des parts minoritaires et une guerre judiciaire qui dure depuis 2 décennies. On ne parle plus de business là à présent. On parle de pouvoir, de contrôle et d'héritage. Dans les grandes familles fortunées, on va utiliser souvent des structures justement extrêmement opaques. Pourquoi? Parce qu'elles permettent tout simplement de cacher la valeur réelle, de centraliser le contrôle, de réduire la fiscalité aussi et parfois d'éviter certains héritiers. Le problème, c'est que cette opacité a un coût. En finance, on appelle ça la holding discount. Donc, c'est quoi concrètement la holding discount? Une holding cotée en fait comme Exor possède plusieurs actifs très puissants. Ferrari, Stellantis, Media, Lux, bref, ils sont vraiment partout. Mais en bourse, Exor vaut souvent moins que la somme de toutes ses participations. Pourquoi? Parce que le marché se dit, je ne contrôle rien, je ne vois pas tout, et il y a des procès familiaux partout dans cette holding. C'est comme acheter un coffre sans connaître exactement ce qui contient ni qui a la clé. Plus une structure familiale est complexe, opaque, verrouillée et inaccessible pour les investisseurs, plus le marché va exiger une décote, donc une diminution de sa valeur. Le contrôle, ça va être un avantage pour la famille, mais c'est un risque pour l'investisseur minoritaire. Allez, on retourne à l'histoire. Donc, c'est là toute l'ignorie des Agnelli. Ils ont inventé certaines structures les plus intelligentes de la finance moderne, mais ces mêmes structures ont déclenché les conflits familiaux les plus violents d'Europe.
Parce que quand l'argent devient invisible, la confiance disparaît. Et dans une dynastie, la méfiance est toujours le début de la fin. Qu'est-ce qu'on retient de l'empire Agnelli? Giovanni a construit par la force, Gianni a régné par le charme et la politique, mais John Elkann a survécu par la froideur analytique. Il a coupé les branches mortes, il a viré les copains de son grand-père, il a sorti le siège social d'Italie pour aller aux Pays-Bas. Il a trahi la romance italienne pour sauver le capital familial. Chez Jama, on observe souvent que les entreprises qui durent sont celles qui savent tuer leur propre passé avant qu'ils ne les tuent. Les Agnelli l'ont fait, les Vanderbilt, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, ne l'ont pas fait et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Entre le style flamboyant de Gianni Agnelli qui dépense sans compter et le style robotique de John Elkann qui optimise chaque centime, quel type de CEO préfères-tu pour gérer ton argent? Si tu veux d'autres analyses sur les structures secrètes des ultra riches, peut-être les Walton, LVMH ou même Dangote, dis-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, pense à liker, t'abonner et activer la cloche si tu veux d'autres décryptages des plus grandes dynasties et scandales de l'histoire financière. Abonne-toi à ma newsletter pour suivre les actus financières et économiques sur www.jama.co/news. À bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.